Bonjour, bienvenue sur Monaco à la une, au sommaire de notre journal. Bonjour à tous, c'est en quelque sorte une forme d'anniversaire que nous allons célébrer ensemble à travers cette émission, et puis c'est surtout aussi pour nous l'occasion de vous remercier pour votre fidélité tout au long de ces années. Il y a plus de 25 ans, dans les années 90, naissait Monaco Info et l'Institut audiovisuel. Alors à l'époque on les appelait Monaco à la une et les archives audiovisuelles. Nous allons nous replonger dans l'histoire de ces deux entités qui ont grandi en parallèle l'une de l'autre et qui ont travaillé ensemble, et nous ferons appel aux souvenirs de ceux qui font l'antenne de Monaco Info, les visages de Monaco Info, les journalistes de la chaîne, et puis nous découvrirons le travail au quotidien des équipes de l'Institut. Nous avons installé notre plateau à l'Institut audiovisuel. Vous le voyez, ce n'est pas un hasard, devant le cabinet de curiosité qui est consacré à TMC, et nous allons donc parler de ce destin commun. À mes côtés, en plateau, Geneviève Berthy, directrice de la communication du gouvernement princier et qui chapeaute Monaco Info. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Patricia. Et Vincent Vatrican qui nous accueille chez lui à l'Institut audiovisuel. Vincent, il y a un destin commun entre ces deux entités, Monaco Info aujourd'hui et l'Institut audiovisuel? Très peu de mois d'intervalle. Je crois que la chaîne a été lancée en novembre 1995, si j'ai bonne mémoire. Et l'Institut a été lancé en juillet 1997. Donc très peu de mois nous séparent. Et la première véritable mission que le gouvernement nous a confiée, c'est la sauvegarde de la chaîne locale qui, à l'époque, s'appelait Monaco à la une. Alors justement, Geneviève, qu'est-ce qui a concouru à la naissance de cette chaîne? Pourquoi avoir décidé de créer une chaîne 100% monégasque? Alors, je pense que ça s'inscrivait dans l'air du temps. C'est-à-dire que c'est l'époque où ce que nous appelions les grandes chaînes nationales, puisqu'à Monaco, on regarde une télé qui n'est pas produite à Monaco, à part TMC, enfin Télé Monte Carlo à l'époque, mais donc les grandes chaînes nationales françaises, et notamment TF1, avaient décidé, à l'instar de ce dont disposait un peu France 3, d'avoir des décrochages régionaux. Et donc ils commencent à créer des bureaux, dont un à Nice, et ils commencent à mettre, notamment dans leurs 13 heures, bien avant Jean-Pierre Pernaut, ils commencent à mettre dans leurs 13 heures des reportages plus locaux, plus communautaires, ce que moi j'appelle des reportages de proximité. Et tout ça a fait germer l'idée dans le gouvernement et dans les autorités de Monaco que cette proximité-là nous concernait aussi. Et il fallait une antenne qui parle de Monaco aux gens de Monaco. Parce qu'au départ, Télé Monte Carlo parle de Monaco, donc on n'a pas vraiment besoin de faire la publicité de Monaco, ou en tout cas de faire son rayonnement. Mais en tout cas, on a besoin de parler aux gens de Monaco de leur vie quotidienne, de ce qui se passe au coin de la rue. Alors, ça allait de l'ouverture de l'exposition à la prochaine manifestation, etc. Donc, ça a créé un lien avec une communauté locale. Il y a eu donc cette vision, et cette vision, Geneviève, on ne peut pas ne pas parler de l'action de Jacqueline Berthy, votre maman, qui a présidé aux destinées de Monaco à la une. C'est vrai. Ça fait des hasards quand même incroyables, de se retrouver là, d'avoir eu son témoin, de ce passage de témoin, enfin pas direct, mais c'est vrai que je me souviens de plusieurs discussions, puisque à l'époque, moi, j'ai travaillé pour Nice Télévision. Le hasard a fait que je travaillais pour Michel Giuliani et son équipe à Nice Télévision. Et je me souviens de plusieurs conversations, dont une où elle me dit, après tout, c'est une excellente idée, pourquoi on ne se l'appliquerait pas? Elle me dit, le chemin va être long. Et donc, je crois, Vincent, qu'on est plutôt fiers du chemin parcouru, oui, en fait. Si je peux ajouter une petite anecdote concernant Jacqueline Berthy, c'est qu'elle était membre du conseil d'administration de l'Institut, et c'est grâce à elle qu'on a obtenu notre premier gros budget d'investissement pour créer la plateforme de numérisation des émissions de la chaîne locale. Ça a été un joli coup de pouce, et c'est vrai que pour vous, Vincent, c'était un petit peu un rêve d'enfant, la création de cet institut. C'était un projet très personnel au départ. Très personnel, ça continue à l'être.
J'y suis investi à plus de 100%. Donc c'est évidemment une fierté de ces plus de 25 ans d'existence, même si voilà, on a traversé aussi quelques difficultés, mais les quelques coups de pouce du destin au bon moment, je ne les oublie pas, et c'est vrai que voilà, il y a quelques personnes à qui je dois beaucoup pour la réussite de cet institut. Donc on l'a dit, bientôt 30 ans pour Monaco Info, puis ensuite pour l'Institut. Mais ce qui nous amène ici aujourd'hui aussi tout particulièrement, c'est que vous êtes parvenu à remporter une sorte de course contre la montre effrénée pour digitaliser tous les contenus de Monaco Info. Et j'aimerais, avant que l'on évoque ce propos ensemble en plateau, que l'on regarde ce reportage en coulisses de Julia Vial et Hugo Comasa. Ils ont assisté aux opérations de digitalisation des contenus de Monaco Info à l'Institut audiovisuel. La numérisation permet d'organiser, de référencer et de classer des images qui ont parfois été tournées il y a plusieurs dizaines d'années. À l'Institut audiovisuel, Stéphanie est le premier maillon de la grande machine digitale. Elle visionne intégralement les images qui leur sont déposées pour effectuer un premier tri, un vrai travail de fourmi. Quand il nous arrive des centaines et des centaines, voire des milliers de cassettes d'un coup, donc là on s'y met à plusieurs, pour pouvoir les mettre sur rayonnage, essayer de les ordonner un petit peu avant de commencer vraiment le travail d'inventaire. Une fois que ce premier tri est effectué, il va falloir transformer ces images en fichiers à l'aide de différents outils. C'est là que Marie, la technicienne audiovisuelle, entre en scène. Elle permet en quelque sorte aux images de se figer dans le temps. Au moment où on va les numériser, on va les nettoyer, on va les passer dans une machine où il y a une petite lame qui va frotter la bande. Et ça va passer sur les tissus pour retirer le surplus de saleté au fur et à mesure des années. Et ensuite, elle passe en lecture dans les magnétoscopes, où on va lire les différents formats. Pour transformer cette cassette, on va utiliser des enregistreurs pour le transformer en fichier numérique, pour pouvoir rentrer ensuite dans notre base de données les fichiers. Une fois que toutes ces cassettes ont été numérisées, elles sont conservées dans de gigantesques salles de stockage. Une température de 18,5 degrés doit être maintenue dans ces pièces sous haute surveillance. Le taux d'hydrométrie est aussi surveillé pour éviter que l'humidité ne vienne endommager ces précieuses cassettes. Voilà, on vient de le voir, Vincent, ça a été un travail presque titanesque, mais un travail aussi d'orfèvre, parce que les contenus se chiffrent en milliers d'heures, plus que ça ? 3500 émissions, 22 000 cassettes de rush et de sujets montés, et puis ensuite le passage au fichier numérique, ça doit être 13 000, un peu plus de 13 000 fichiers. Donc la volumétrie est considérable, et l'idée pour nous, en démarrant avec un peu de retard, c'était de pouvoir écluser le plus rapidement ce retard pour arriver à avoir quasiment une indexation en temps réel de ces émissions, sachant que chaque émission est découpée sujet par sujet, séquence par séquence, pour être le plus fin possible dans la description de ces images. Et alors aujourd'hui, pour bien comprendre, qu'est-ce que cela représente en termes de part d'activité de l'Institut, le traitement des images du fonds Monaco Info ? Je dirais l'équivalent de 2 temps plein. Et en termes de proportion sur les collections, c'est un gros tiers des collections, la chaîne locale, et c'est le volume d'images qui est le plus régulier, puisque par nature, c'est une émission par jour, sans compter les rushs qui sont livrés, puisque notamment les images de la famille princière nous sont livrées quotidiennement, et nous en assurons la sauvegarde quasiment immédiatement. Oui, un volume colossal, Geneviève Berthy, parce que cette chaîne Monaco Info, elle répond à une double mission. Elle traite notamment de l'actualité, de l'information immédiate, et puis il y a aussi un rôle capital patrimonial. Monaco Info suit tous les grands événements, toute l'actualité qui jalonne la vie de la famille princière. Oui.
a coutume de dire, hein, c'est un peu notre slogan, tout ce qui se passe à Monaco est sur Monaco Info. Et donc, en priorité, ce qui se passe, alors, j'allais dire d'important, mais ce qui se passe communautairement important. Et ça peut dépasser le cadre de nos frontières, hein, puisqu'il y a des événements que Monaco Info a couverts, soit en direct, soit en captation, soit en reportage, qui sont des événements de portée internationale, et qui, bien sûr, ont contribué à former cette mémoire ou ce patrimoine dont Vincent parle, parce que la vie de Monaco, qui est avant tout un pays, hein, la vie de Monaco, c'est la vie mondiale, en même temps qu'une vie communautaire, locale, et donc on fait autant ceux qui font Monaco au quotidien que ceux qui vivent Monaco ou ceux qui font rayonner Monaco, ce qui est un petit peu différent, effectivement. Et puis pour mener à bien toutes ces missions, pour réaliser tous ces reportages, il y a les visages que vous connaissez, les journalistes de Monaco Info. Je vous propose d'écouter leurs témoignages, de plonger dans leurs souvenirs marquants de journalistes. Alors nous allons écouter Hervé Zorgnotti qui était là au début, à Monaco à la Une, et qui est toujours là aujourd'hui pour Monaco Info, Fabien Bonilla également, Frédéric Elion et Émilie Rousseau. Alors si je devais me remémorer deux moments marquants de mon temps d'antenne, du temps de l'ancêtre, Monaco à la Une, je citerai sans hésiter l'enregistrement en public, le premier à ma connaissance, d'une émission spéciale dédiée à l'AS Monaco Football. En 1997, les footballeurs monégasques ramenaient en principauté le titre de champion de France. Il y avait donc une émission spéciale. Elle s'est enregistrée dans la salle Gaston Médecin. Donc imaginez le public qui remplissait les gradins. Sur le parquet, d'un côté, l'équipe de football au grand complet, de l'autre, les plus hautes personnalités de l'État. Et puis, au centre, votre serviteur qui jouait ce jour-là les Monsieur Loyal. Autant vous dire un sacré souvenir. Et puis, je citerai une autre retransmission en direct. C'était l'inauguration du Grimaldi Forum en 2000. On était là sur l'esplanade du centre de congrès et de culture, en présence du prince Régnier et d'un aéropage de toutes les personnalités qui faisaient Monaco à cette époque. Et j'ai envie de dire c'est un souvenir plus personnel, car le destin voudra que quelques années plus tard, je devienne le directeur de la communication du Grimaldi Forum. Autant dire que ce direct télé a été quelque part un déclencheur pour ma carrière. Alors merci Monaco Info. Parmi les événements qui m'ont particulièrement marqué, je vais en citer deux, à mon arrivée d'ailleurs. Le premier est douloureux, le 6 avril 2005, il a fallu annoncer la disparition du prince Régnier III. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que Monaco, alors était un petit pays de par sa taille, mais une grande et belle famille, puisque tout le monde avait perdu un être cher, un père, un grand-père, un oncle, un ami, pour ceux qui l'avaient connu et qui sont de sa génération. Et nous avons sur Monaco Info tenté de lui rendre le meilleur hommage possible. Un autre souvenir, beaucoup plus joyeux, à peu près à la même période, les Jeux des petits États d'Europe. C'était mes premiers Jeux en Andorre. Il y en a eu d'autres ensuite, mais ça m'a permis de faire connaissance là aussi avec une belle famille, la famille des sportifs monégasques qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est l'occasion peut-être aussi de rendre hommage à toutes les équipes qui travaillent derrière ces caméras, parce que vous nous voyez à l'antenne, mais il y a toute une équipe derrière, caméraman, preneur de son, monteur, et finalement la télévision c'est un petit peu comme les Jeux des petits États d'Europe, c'est un sport collectif, un véritable travail d'équipe. Alors moi, l'un de mes plus beaux souvenirs, c'est la visite officielle du souverain au Kazakhstan en novembre 2012, j'avais 22 ans. Et je me retrouve au palais présidentiel d'Astana à devoir faire le président kazakh et le prince Albert II en interview. Je me souviens être dans un état de stress ultime, le bras, la voix qui tremble, et sur la première question, je ne savais pas trop si ma voix allait sortir, et au final tout s'était très bien passé. On était resté 6 jours sur place pour envoyer plusieurs reportages. Il y avait l'expo Grace Kelly, des inaugurations de complexes sportifs, la signature d'accords économiques. C'était vraiment une superbe expérience professionnelle. Autre très bon souvenir, en tant que journaliste sportif et fan de basket forcément, c'est l'épopée victorieuse de Monaco en Eurocup en 2021. On a eu la chance de vivre ça de l'intérieur avec Manu Vitali en photo, Thomas Deus à la caméra. On suivait l'équipe sur tous les matchs, à domicile, à partir du top 16. On avait fait tous les déplacements avec l'équipe, il y avait un vrai esprit de famille.
Et je me souviens la joie au coup de sifflet final, à Kazan, tout le monde qui court partout sur le terrain, l'émotion dans le vestiaire avec coach Mitrovic et ses joueurs. Cette équipe, elle a marqué l'histoire du club et au retour à Monaco, on avait fait une belle émission bilan d'1 heure en plateau avec les joueurs, le staff. Voilà, c'était aussi un super souvenir. Alors je garde en mémoire de nombreux souvenirs, mais s'il fallait en retenir 2, ils seraient synonymes d'émotion et de solidarité. Le premier, c'est le discours de la princesse Charlène sur la place du Palais Princier pour les 10 ans de règne du prince Albert II. C'était en 2015 et je me rappelle encore de la phrase de conclusion de son discours. Le prince Albert Ier fut explorateur. Le prince Rainier, bâtisseur. Tu es le prince de cœur et de mon cœur. Une phrase qui avait ému beaucoup de monde et en premier lieu le prince souverain. L'autre moment qui m'a beaucoup marqué et dont les images me restent encore en tête, c'est un déplacement en République démocratique du Congo dans les zones de conflit. C'était en 2016, on avait eu l'opportunité avec Alexandra Marangoni de suivre son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Et là-bas, on avait pu constater sur le terrain tout le travail qui a été réalisé par les partenaires de la MAD pour venir en aide aux enfants défavorisés. C'est un moment qui nous ramène à toute la puissance de notre métier. Voilà pour ces très beaux souvenirs, pour certains très émouvants. On l'a entendu, Geneviève Berthy, il y a beaucoup de souvenirs d'événements sportifs parce qu'il est vrai que le sport occupe une place très importante sur l'antenne de Monaco Info. Le sport fait rayonner la principauté de Monaco. Il y a des événements incroyables tout au long de l'année. Alors des événements de très grande qualité, hein. La chance que nous avons à Monaco, c'est d'avoir un calendrier sportif événementiel d'une qualité quasiment inégalée et d'une expérience inégalée. On parle du Grand Prix, on parle du tournoi de tennis notamment, qui sont 2 moments très importants de notre actualité. On a aussi la chance d'avoir des acteurs sportifs. Et là, vous me parliez de ce qu'il y a eu sur l'antenne et qui a fait rayonner Monaco, donc qui est universel, qui dépasse nos frontières. Moi, je pense tout de suite à cette première saison d'Euroleague où on fait le pari, et là, je remercie le gouvernement français d'avoir suivi la préconisation qu'on leur fait. On fait le pari de dire, ça n'arrivera qu'une fois, une première saison dans la 2e plus grande compétition de basket mondiale. Et donc, il faut qu'elle soit à l'antenne parce que les gens, les monégasques ou les résidents, n'ont pas forcément le réflexe de s'y intéresser tout de suite parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc on met ça à l'antenne et ça a été 6 mois, enfin 7, alors qui nous ont fait grandir éditorialement, mais aussi techniquement, parce qu'un direct par semaine, voire 2, voilà, c'était quand même quelque chose. Et puis ça restera dans la mémoire, puisqu'on agrémente ça d'interviews, de reportages, de plateaux, voilà. Forcément, ça fait des souvenirs qui resteront. Ouais. Oui, ça a été une épopée fantastique pour le club et pour Monaco Info, effectivement, qui a suivi au plus près cette formidable épopée. Vincent, nous avons entendu les journalistes de Monaco Info, ils sont aussi au quotidien auprès de vous parce que, au cours de toutes ces années, l'Institut audiovisuel a multiplié les pistes de diversification. Vous êtes aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la culture à Monaco. Vous êtes parti d'une mission et vous l'avez considérablement élargie. Oui, mais c'est le fait des collections existantes qu'on a agrégées dans le fond de l'Institut. On évoque la chaîne locale qui est le contributeur numéro 1. Mais c'est aussi toutes les entités culturelles, sportives, associatives qui nous ont confié la sauvegarde de leurs fonds. Pour parler d'un exemple très récent, nous avons lancé un plan de sauvegarde en numérique des spectacles de Jean-Christophe Maillot. C'est des milliers de références, des centaines d'heures de captation, mais ce travail n'avait pas été fait jusque-là. Donc les ballets, c'est bientôt 40 ans, si je ne me trompe pas. Cette mémoire doit être sauvegardée et Jean-Christophe Maillot en est très content pour une raison, j'allais dire aussi immédiate et pratique pour lui, c'est que quand il refait une création qu'il a donnée par le passé
parfois même dans d'autres fonctions que celles qu'il avait à Monaco auparavant, il a besoin de revoir les images, les gestes en détail. Donc la possibilité qui lui est donnée de voir quasiment en direct ces images et de pouvoir comme ça corriger une répétition, c'est pour lui indispensable. Donc c'est là aussi où notre mission et notre présence est indispensable aux différents acteurs de la Principauté de Monaco. Et vous êtes allé au-delà de la seule mission de conservation des images, puisque vous avez créé des événements, un cycle de projection. Vous ne vous arrêtez jamais. Alors là, c'est plutôt ma casquette de cinéphile et d'ancien critique de cinéma. Amené à Monaco, ce 7e art qui a été, avant nous, peut-être un peu négligé, de manière à élargir encore la palette culturelle de Monaco. Donc une saison de films d'art et d'essai, de films muets, de ciné-concerts, de partenariats avec les autres entités culturelles, de manière à montrer le meilleur du cinéma. Un calendrier très riche. Pour revenir à ces images que vous conservez, elles ne restent pas seulement dans les entrailles des ordinateurs, puisque ces images, elles partent dans le monde entier, et c'est ce que justement va nous expliquer le chargé de communication de l'Institut. C'est Christian Roty, nous l'écoutons. On a des demandes qui émanent de chaînes de télé, qui sont françaises, mais aussi à l'international. On a des demandes, pour en citer 2 exemples, de la ZDF, qui est une chaîne allemande, avec qui on a créé une véritable collaboration depuis quelques années, mais aussi la NHK, qui est une chaîne japonaise. Ce sont des chaînes qui sont très friandes d'images un petit peu people, entre guillemets, et liées à la principauté. Au niveau de la traçabilité, ce qui est intéressant de savoir, c'est que tout ce que nous livrons est tracé, c'est-à-dire qu'on sait vraiment exactement à qui on les a livrés, quand, dans quel contexte, pour quelle utilisation. Christian Roty le disait, c'est worldwide, mais cela pose un problème tout de même. C'est la sécurisation. Comment parvenez-vous à garantir la traçabilité des images et à protéger ces images? On met en place un système qui existe partout ailleurs. On n'a rien inventé. Les images sont proposées aux télévisions, aux documentaristes qui nous les demandent, d'abord dans une formule protégée qui leur permet quand même de travailler le montage. Et une fois le choix final opéré, à ce moment-là, on livre les extraits sélectionnés en version HD, en établissant préalablement un contrat qui va encadrer la diffusion. Donc pour nous, c'est important, ça reste très important de pouvoir dire telle image a été livrée à la NHK, telle image a été livrée à tel musée aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, avec le recul, une activité qui a pris un essor très important dans ces dernières années. Donc c'est plus de 200 demandes qui sont traitées chaque année. Toutes ne vont pas au bout parce qu'on ne répond pas forcément à tous les besoins, mais on répond pour une grande part d'entre elles. Et effectivement, le fonds de Monaco Info est souvent sollicité puisque, comme vous l'avez dit, 30 ans d'images, ça commence à peser. Et l'on peut mentionner le fait que c'est le premier fonds demandé, c'est cela? C'est le premier fonds en termes de demandes et d'images livrées, c'est le numéro 1. Alors on a entendu le témoignage d'une partie des journalistes de Monaco Info, nous entendrons la deuxième partie lors de la deuxième partie de l'émission, mais j'aimerais que vous vous prêtiez au jeu, vous aussi, tous les deux. Geneviève, peut-être tout d'abord, quels sont les souvenirs les plus marquants que vous ayez d'événements télévisuels à Monaco? Alors, dans la logique, j'ai parlé de la saison de basket, parce que bon sang ne saurait mentir, évidemment. C'est un projet que j'ai initié, donc forcément j'y attache une importance particulière. Mais je vous aurais volontiers parlé de la venue du président Xi Jinping à Monaco. Ça a été un grand direct extrêmement solennel que nous avons partagé d'ailleurs. Vous étiez en coulisses à la régie. En coulisses. Donc voilà, dans cette cour d'honneur, c'était des moments historiques incroyables.
que je pense toute l'équipe a eu vraiment beaucoup de fierté à réaliser. Il y avait ça, il y avait les 10 ans de règne, forcément. Oui, comme Émilie Rousseau. Voilà, parce que sur cette place du Palais, avec ce concert de Robbie Williams, cette intervention de la princesse Charlène dont tout le monde se souvient, qui était très très émouvante. Il y a eu le baptême des enfants princiers aussi. Le baptême du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. C'était un moment très charmant. On avait installé un grand écran sur la place du Palais aussi. C'était un moment incroyable. Puis il y a eu tous les directs de Grand Prix. Parce qu'on l'oublie aussi, parce que c'est tellement automatique. Mais Monaco Info diffuse le Grand Prix de Formule 1. Ce qui est un privilège immense. C'est un privilège immense et c'est un service, hein, parce que forcément nous sommes les seuls à diffuser le Grand Prix en intégralité sans coupure pub, voilà, avec des commentaires locaux aussi, des experts, un expert notamment monégasque. Donc voilà, tous ces moments-là. Alors il y a un moment qui vous concerne, je crois. Enfin, j'espère que vous vous en souvenez. C'est cette interview que vous faites avec Ban Ki-moon. Ah oui. C'est l'un de mes souvenirs marquants. Hein. On n'interviewe pas tous les jours un secrétaire général de l'ONU. Oui. Qui vient à Monaco. D'ailleurs, c'était un grand moment de l'avoir. En conférence de presse, il dit, d'ailleurs, cette phrase que tu dois avoir dans tes images. Il dit, on n'a pas besoin d'être grand pour faire des grandes choses. On peut être un petit pays et faire de grandes choses, donc il s'inspire directement du... Le prince Régnier disait... Voilà, il s'inspire directement du prince Régnier III, donc je pense qu'il a... C'est toujours bien quand c'est dit aussi de l'extérieur, c'est ça. Mais c'était un grand moment d'avoir Ban Ki-moon à l'antenne. Il y a eu John Kerry aussi, interviewé par Yann Anthony Nogues. Donc voilà, ce sont des moments qui ont contribué en même temps à faire la richesse du patrimoine et de l'antenne de Monaco Info, et en même temps à prouver qu'à Monaco, il se passe toujours des choses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui dépassent le coin de la rue, quoi, hein, qui sont vraiment, même si elles sont locales, elles dépassent le coin de la rue. Même question, Vincent Vatrican, dans toutes ces images que vous conservez précieusement ici, quels sont pour vous les événements marquants de l'audiovisuel à Monaco et donc de l'histoire de la principauté? C'est un peu le risque de vous poser cette question. Je n'ai pas parlé du mariage princier, mais j'imagine. Oui, et puis moi, je suis de l'autre côté de l'écran. Je suis plus spectateur ou le professionnel qui va justement conserver ces images que celui qui les fabrique et qui met voilà, le meilleur pour donner le meilleur. Donc j'en ai plein. Allez, au moins deux. J'en ai un qui m'a beaucoup marqué. Moi, c'est les obsèques du prince Régnier III. Oui. Je garde ça un peu pour moi. Après, il y a eu des moments, il y a eu des moments qui sont strictement monégasques, mais qui ont été aussi d'une importance capitale. Moi, je pense à l'enterrement de la gare, quand on montre ce que va être cette nouvelle gare, et l'arrivée de la digue. L'arrivée de la digue qu'on suit sur Monaco Info. Moi, je me souviens, parce que je suis sur mon balcon, je la vois arriver et je la vois à l'antenne en même temps. Vous évoquiez la gare décembre 99. Ça me rappelle un souvenir. Nous, c'est la première grosse production qu'on a réalisée à partir d'images d'archives. D'ailleurs, encore une fois, avec le soutien de Jacqueline Berthy, qui était aux manettes de cette opération-là. Donc, film de montage de 4 minutes. On a fouillé au tréfonds de nos archives pour aller dénicher toutes les images que nous pouvions avoir où les différentes gares de Monaco, les différents trains à vapeur rentraient en gare de Monaco pour un film extrêmement dynamique qui a été diffusé au moment de l'inauguration sur un écran géant et qui a fait son petit effet. Ça s'appelait Train d'images. Avant de basculer sur le deuxième plateau de cette émission avec des acteurs de l'actualité de Monaco Info et de la conservation des images de l'Institut audiovisuel, j'aimerais en conclusion que l'on dresse peut-être des perspectives. On l'a vu, un développement exponentiel pour ces deux entités. Que peut-on souhaiter à Monaco Info dans les mois, les années qui viennent, Geneviève Berthy? Alors, à l'heure où il y a de nouveaux challenges, on parle notamment souvent de la menace qui pèse sur le linéaire. Est-ce que finalement, en tout cas les spécialistes s'accordent à le dire, est-ce que l'info locale n'a pas un bel avenir devant elle, toujours même sur le linéaire?
Alors, non seulement l'actualité, l'info locale a un bel avenir, mais je crois que l'image, en tout cas, a un bel avenir. Si on doit se référer à quelque chose, c'est à ça, c'est que la communication aujourd'hui, en tout cas le lien communautaire qu'on a, se fait par l'image. Maintenant, c'est définitif, et l'apparition des réseaux sociaux et des contenus sur ce qu'on appelle les contenus sur les supports digitaux, que ce soit des sites internet, des applications, réseaux sociaux, etc., nous le prouve. Plus on produira, plus on maintiendra un lien qui, à mon sens, mais je crois qu'on le partage tous, est absolument indispensable. C'est-à-dire que c'est très bien de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'est aussi très bien de savoir ce qui se passe au bout de la rue ou dans le quartier d'à côté, parce que c'est ça qui fait la dynamique d'une société. Un, pour l'informer, et deux, pour engager des réflexions. Alors on parlait de la numérisation, mais heureusement que nos prédécesseurs ont pensé à la numérisation et au passage à l'HD et au tout digital, parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, si nous n'étions pas capables de le faire, nous serions dans une situation de retard avéré. Donc c'est formidable d'avoir eu des prédécesseurs qui y ont pensé, de relever ce défi-là et de se dire, la perspective de Monaco Info, c'est de continuer d'informer, de continuer de montrer, puisqu'après tout c'est ce que nous faisons, qu'à Monaco, il se passe toujours quelque chose. Ça vous fournira des images, ça tombe plutôt bien, Vincent Matrican. Que peut-on souhaiter à l'Institut que vous dirigez pour les années qui viennent? Alors moi, je suivrai la même logique en y ajoutant une petite chose. C'est l'idée que si l'image prévaut, c'est toujours bien de la partager, de la partager à plusieurs. Et pour ça, si j'ai un souhait à formuler, c'est d'avoir une salle, une vraie salle de cinéma, où on puisse partager de l'image, qu'elle soit celle du cinéma et du bon cinéma, celui que je défends, mais ça peut être aussi de l'image d'archives, de programmes qu'on conçoit à base d'archives, de documents sur notre principauté qu'on conserve et qu'on montre du mieux qu'on peut, mais on peut faire encore davantage. Alors ce n'est pas un mince souhait, mais c'est un souhait tout à fait louable. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation, de vous être replongés dans l'histoire de Monaco Info, de l'Institut audiovisuel. Nous allons bientôt accueillir deux autres invités, mais avant cela, j'aimerais que l'on poursuive notre découverte des coulisses du travail de conservation des images de Monaco Info à l'Institut audiovisuel. Nous avons suivi la première étape, la digitalisation, et nous allons découvrir maintenant l'étape de la documentation, et c'est Julia Vial et Hugo Comasa qui nous la font découvrir. Le premier journal créé par Monaco Info et qui s'appelait à l'époque Monaco à la Une date du 25 novembre 1995. À ce jour, les documentalistes audiovisuels ont presque réussi à archiver tous les sujets diffusés sur l'antenne de la Principauté. Ils en sont en effet à la fin de l'année 2022. Ils voient donc enfin le bout du tunnel. Eux qui ont besoin d'un mois de travail entier pour archiver 15 jours de journal. On reçoit chaque année un lot des journaux télévisés qui ont été produits par le centre de presse. Et donc, au quotidien, on vient archiver ces journaux à l'aide de notre player vidéo qui est agrémenté sur notre base de données, à l'aide également des conducteurs qui sont envoyés en même temps que les images, ce qui nous permet de venir découper les journaux en sujets et ensuite de venir répondre dans notre base de données sur différentes pages, différentes séquences, de venir répondre à des questions qui sont des questions fondamentales de la documentation, qui sont au nombre de 4, qui, quand, comment et pourquoi. Donc en fait, il faut réussir à identifier les personnages qui sont interviewés. Il faut donc donner aussi le sujet, quelle est la raison pour laquelle les caméras se sont déplacées pour filmer, quels sont les lieux qui sont filmés, et également quelles sont les dates. Parce que la date est aussi très importante en documentation. Toujours face à leur écran et les yeux perdus au milieu de toutes les images de l'actualité de la Principauté, les documentalistes ont dû s'adapter à l'évolution des technologies, un gain de temps et d'énergie. Alors en 2009, lorsque je suis arrivé, j'avais ici, en lieu et place de cet écran, un énorme magnétoscope avec un énorme moniteur, le magnétoscope dans lequel je venais intégrer des cassettes vidéo.
Donc je venais chercher un ensemble de cassettes vidéo chaque matin. Et bien aujourd'hui, comme vous le voyez, donc j'ai un player intégré avec des fichiers numériques et un confort de travail exceptionnel. Alors que Frédéric archive les journaux de Monaco Info depuis 15 ans, il nous a confié sa satisfaction et son bonheur d'avoir pu acquérir au fil des années de grandes connaissances grâce au visionnage des journaux. Un travail enrichissant qui a permis jusqu'à présent de documenter dans les bases de données plus de 62 482 séquences. Voilà donc où partent et comment sont traitées les images de Monaco Info avec ce travail très important des équipes de l'Institut audiovisuel. Nous avons d'ailleurs, qui nous a rejoint sur ce plateau, Marion Sapé-Triomphe. Alors, j'ai coutume de dire que c'est notre trait d'union entre Monaco Info et l'Institut audiovisuel, puisque Marion a été caméra woman à Monaco Info pendant de longues années et elle est aujourd'hui documentaliste à l'Institut audiovisuel. Bonsoir Marion. Bonsoir. Et puis, à côté de Marion, alors l'un de ses binômes de reportage, pendant de longues années, notre spécialiste culture sur Monaco Info, mais ce serait faire offense que de le résumer à cette seule mission, puisque José, vous avez été un des grands témoins du développement de l'audiovisuel à Monaco, vous avez travaillé à RMC, à TMC, et donc aujourd'hui, vous nous faites toujours l'immense honneur de travailler avec nous sur Monaco Info. Bonsoir José. Bonsoir. J'aimerais revenir sur ce reportage que l'on vient de voir, Marion, avec votre binôme, Frédéric Biever. C'est un travail très enrichissant, cette documentation de toutes ces images que pour la plupart vous avez tournées. Oui. Ah oui, c'est très enrichissant, mais le métier de documentaliste audiovisuel, il est enrichissant de manière générale, parce que sans parler que de Monaco Info, on a parfois des films qu'on découvre, on ne connaît pas forcément l'année ni le lieu, il faut rechercher à la fois sur Internet, on a une bibliothèque du personnel aussi ici à l'Institut, dans le journal officiel, passer des coups de fil, et en faisant ça, on s'enrichit beaucoup intellectuellement, on apprend plein de choses. Et sur Monaco Info, on découvre aussi des reportages. Je trouve que tous les jours, on apprend avec ce métier. Vous êtes certainement les deux personnes les mieux informées de Monaco. Oui, c'est vrai qu'en étant, même quand j'étais caméraman, c'est un métier où on apprend tous les jours. On va dans les coulisses de tout, au niveau culturel, on découvre des gens incroyables, des métiers qu'on ne connaît pas forcément. On voit des choses qu'on n'aurait peut-être jamais vues si on ne faisait pas ce métier. Voilà. Donc, José Sacré, ce décor doit vous parler puisque vous avez fait les grandes heures de TMC et vous avez assisté ensuite à l'avènement de Monaco Info. Vous êtes acteur puisque vous êtes notre spécialiste culture, mais je sais que vous êtes aussi téléspectateur parce que vous nous suivez tous. Vous avez chaque matin, lorsque vous arrivez, un petit commentaire sur ce que vous avez vu la veille. José, cette chaîne Monaco Info, on peut dire qu'elle est d'utilité publique? Oui, absolument, parce que c'est vrai qu'avant Monaco Info, pour avoir des informations sur ce qui se passait à Monaco, il fallait attendre l'apparition du journal régional le lendemain matin. Alors que maintenant, à 19 h, vous avez un résumé de tout ce qui s'est passé à Monaco, point de vue économique, politique, sportif, culturel, et j'en passe et des meilleurs. C'est vrai que vous avez l'actualité du jour de 19 h à 19h20. Et il était important, lorsque Télé Monte Carlo s'est peu à peu retiré sur le terrain de l'information vraiment purement monégasque, il était important qu'une chaîne de télévision prenne le relais. Les téléspectateurs sont très attachés à ces images de leur quotidien. Absolument, parce que moi, je fais, vous l'avez dit, des reportages sur l'actualité culturelle, mais on m'en parle. Je sais que les gens regardent, quoi. Ils me parlent de tout ce qui passe, de ce qu'ils voient à la télévision. Et c'est vrai que Télé Monte Carlo a existé pendant très longtemps, avait une place très importante dans toute la région, mais n'a jamais été numéro 1 sur l'info. C'était tout à fait secondaire. On faisait des petits journaux, le plus souvent sans images, donc, et pas souvent non plus sur l'actualité monégasque. Donc, je ne pense pas, c'était d'utilité publique. Effectivement, il fallait qu'une chaîne comme Monaco Info naisse pour que Monaco existe auprès de son public avec ses informations locales. Et aussi internationales maintenant. Marion, j'ai présenté José comme l'un des piliers de l'audiovisuel à Monaco. Vous avez été caméra woman, vous êtes aujourd'hui documentaliste. Et puis, il faut bien le dire, vous avez baigné dès votre plus jeune âge dans le milieu de l'audiovisuel, puisque c'est un héritage familial?
Ah oui, bah, José le sait bien. C'est vrai que mon père était journaliste. Michel Danner. Oui, il s'appelait Michel Danner et il a commencé d'abord à RMC, à la radio, puis TMC, et puis après à la presse écrite, à la Gazette de Monaco. Donc c'est vrai que moi, petite, ça me fascinait. Ouais. Et puis Michel Danner aussi, il faut lui rendre hommage. On a parlé de Jacqueline Berthy qui a eu cette vision, mais Michel Danner était là aussi au début de Monaco Info, et vous avez travaillé, bien entendu, vous le connaissiez bien. Bien sûr, bien sûr. C'était un excellent journaliste, quelqu'un de très drôle, quelqu'un de très chaleureux, et aussi un bon comédien. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et il y a un théâtre, effectivement, qui porte son nom, à Beau Soleil. Oui. José, on a parlé de Michel Danner, mais vous avez d'ailleurs, vous m'avez confié en off, une petite anecdote, justement, sur les multiples noms de Marion, ça fait Triomphe, Bibo, Danner. Vous avez un souvenir, puisqu'on fait appel aux souvenirs des journalistes de la chaîne, vous avez un souvenir commun, hein? Oui, mais on ne s'est pas concerté, mais, non, mais on s'en rappelle bien tous les deux. On est allé faire un reportage à Castelgandolfo, oui, en 2006. à l'époque du pape Benoît XVI. Et d'une façon très très intime, on était à côté du pape, il y avait une représentation artistique, théâtrale. C'était une représentation théâtrale. De Monaco, on était une dizaine là, enfin tout s'est très très bien passé. Et tout s'est bien passé à l'aller et au retour, à l'aéroport. Marion Danner, qui avait été enregistrée par les gens de Monaco Info sous le nom de Marion Danner, en fait, le douanier ou je sais pas, le flic à l'aéroport voit Marion Bibo sur son passeport. C'est bien ça. Oui, c'est ça, et j'ai pas pu rentrer dans l'avion. C'est pas Marion Danner qui vous êtes. Alors on essaye de lui expliquer. Alors bon, on comprend pas, il comprend pas. Je me souviens que l'évêque est passé par là, l'évêque de Monaco, pour essayer d'arranger les choses. Il comprend rien du tout. Et moi je dis c'est facile, on va acheter un billet. On va acheter un billet à Marion et puis voilà, elle prend l'avion avec nous. Et le gars dit ah non non non, parce que peut-être que Marion Danner qui a réservé va venir. Oui, Et Marion a passé la journée à l'aéroport. Oui, moi qui adore prendre l'avion toute seule, du coup j'ai dû repartir sans l'équipe. Alors ça, c'était un souvenir commun. J'aimerais que l'on continue aussi à faire appel aux souvenirs des visages de Monaco Info. Vous les voyez quotidiennement. Alors, vont témoigner tout de suite, vont nous partager leurs souvenirs les plus marquants de leur métier de journaliste à Monaco Info. Vanessa Dessy, Christina Thomel, Alexandra Pani et Christophe Paco. On les écoute. Le moment historique qui m'a le plus marqué, c'est lorsque le souverain a appuyé sur le bouton pour faire exploser le dernier rocher du tunnel Albert II, le tunnel descendant. Les deux côtés se sont enfin rejoints après des mois de travaux et à chaque fois que je passe à cet endroit en voiture, je repense à cet instant historique. Et ensuite, j'ai eu l'immense honneur de croiser le prince Charles à Malte en 2017 lors d'un congrès sur les océans. Il était accompagné d'un important service de sécurité. C'était très impressionnant. Voilà, de beaux souvenirs, de beaux moments parmi tant d'autres qui resteront gravés dans ma mémoire grâce à Monaco Info, bien sûr. Alors l'un de mes plus grands souvenirs restera bien sûr la fête nationale en 2013. Alors c'était l'un de mes premiers directs. Alors j'étais extrêmement stressée car je faisais ce direct avec l'ancien directeur du centre de presse, François Chantré, qui en plus d'être mon directeur, était également un grand journaliste, donc extrêmement stressée. Et là, ce jour-là, prise d'antenne, on prend le direct. Tempête, tout qui vole derrière nous et on a dû se réfugier dans la cathédrale. Et puis autre grand souvenir également, bien sûr les grands moments du festival télé avec mon acolyte de toujours, Sandrine Nègre. Et comment oublier parmi les meilleurs souvenirs cette Malice de Malizia opérée par l'orchestre des Carabiniers du Prince, Malizia déguisée dans la foule qui surgit, guitare électrique à la main pour un grand morceau d'AC/DC sur la place du Palais Princier. Grande surprise, grande émotion, tout comme l'arrivée d'un champion olympique, l'unique, le légendaire David Douillet, qui donne la leçon aux enfants, kimono à l'appui, sur l'immense tatami de la Principauté de Monaco. Quand on aime le sport, on ne peut pas oublier ce moment-là. Septembre 2018, déplacement du prince souverain à Pékin dans le cadre de la grande exposition itinérante du Grimaldi Forum et du Palais de Monaco. Prince et princesse de Monaco au cœur de la cité interdite. 250 pièces étaient exposées, des robes de la princesse Grace, le trône des Grimaldi, le dé de procession, mais aussi des œuvres d'art des collections privées du prince. Nous avons eu le privilège de découvrir ce lieu extraordinaire, vide de tout public. C'était un moment comme suspendu de se retrouver seul face à tant d'histoires. Le prince Albert II a également été reçu par le président chinois dans l'impressionnant Grand Palais du Peuple.
Dans un tout autre registre, nous ne pouvons pas laisser de côté la période du Covid-19 où Monaco Info a assuré l'antenne chaque jour du confinement durant 47 émissions pour informer au mieux les Monégasques et résidents dans cette épreuve très particulière. Voilà de nouveaux souvenirs de journalistes de Monaco Info. José, entre la télé et la radio, ce qui est formidable, et on le voit ici puisque c'est la matière première de l'Institut audiovisuel, le petit plus de la télé, c'est la magie des images qui nous permettent des commentaires les plus étayés possibles et de faire vivre des moments intensément. Oui, c'est vrai, mais aussi vous dites la magie des images, c'est-à-dire que souvent, quand elles sont bien faites, les images parlent d'elles-mêmes et le commentaire n'est pas nécessaire. Mais il vient aussi, bien sûr, pour fournir des informations aux spectateurs, c'est vrai. On a parlé de la diversification aussi tout à l'heure de l'Institut audiovisuel. Alors là, je fais appel à vos passions, et notamment la passion pour le cinéma. On peut rendre hommage à l'Institut d'être allé sur ce terrain aussi de la diffusion de grandes œuvres, de films très grand public, très connus, mais des films aussi plus discrets, qui n'ont pas connu peut-être une vie formidable sur les grands écrans, et pourtant qui méritent d'être vus. Et aujourd'hui, l'Institut, puisque vous présentez des émissions avec Vincent Vatrican sur ces films-là, l'Institut permet au cinéma d'écrire encore ses plus belles lettres de noblesse sur grand écran à Monaco. C'est vrai, notamment à travers les Mardis du cinéma. Mais il faut dire que Vincent, moi j'adore le cinéma, et Vincent c'est une bible, quoi, c'est une encyclopédie. Et donc je veux dire, au contact de Vincent Vatrican, on en apprend des choses. Et on avance, et ça c'est formidable, moi c'est ce que j'aime. Et c'est vrai que j'ai découvert, bien que ayant fait des études de cinéma, j'ai découvert pas mal de films grâce à Vincent à travers ces Mardis du cinéma. Et en même temps, c'est vrai que ça permet effectivement à un large public de découvrir ces films qui n'ont plus de distribution large dans le public. Alors le but de cette émission aussi, c'était de pouvoir jouer avec ces images que nous faisons défiler au gré de nos discussions avec Geneviève, avec Vincent et avec vous maintenant. Ça nous permet de revoir ces grands moments dont tout le monde parle. Nous partageons des souvenirs communs. Et puis j'aimerais alors savoir plus particulièrement, plus personnellement, Marion, vous, quels sont vos plus grands souvenirs de tournage lorsque vous étiez camérawoman à Monaco Info? Alors j'en ai plein, mais il y en a un qui m'avait impressionnée. Je pense que ça faisait pas longtemps que j'étais là, ça faisait quelques mois, et c'était la visite du prince Albert II, enfin qui était, c'est la première visite du prince Albert II à l'Élysée en tant que souverain. Donc là c'était impressionnant parce que je me suis retrouvée à l'Élysée, dans le bureau face à Jacques Chirac. Il fallait faire vite parce qu'on n'avait que quelques secondes pour filmer l'audience, parce qu'après il fallait qu'on sorte du bureau, et là je me suis dit waouh, je suis à l'Élysée face à Jacques Chirac, je viens de commencer, enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a impressionnée. Voilà, après il y a plein de souvenirs, le festival télé avec Sandrine Nègre et Christine Datomel, les ballets avec les drôles de dames, tous les ballets qu'on a filmés avec José aussi, les opéras que tu m'as fait découvrir et aimer l'opéra. Moi je n'avais jamais vu d'opéra, il m'a appris à filmer un opéra. Mais c'est que Marion marquait les artistes d'opéra. Un jour, on fait un reportage avec Marion et Roberto Alagna. Alors, les interviews, ça se passe 5 minutes, très très vite, dans si je peux raconter, ça bien sûr, dans la cabine de maquillage. Alagna, il chantait Cyrano à Monaco, et donc il était en train de préparer son nez, et il dit à Marion, Madame, si vous voulez avoir de belles images, vous pouvez venir, ça ne me gêne pas, comme ça vous m'aurez deux profils en train de faire mon nez, puis vous verrez là-dedans. Elle dit oui, et puis elle se met derrière le film, elle fait sa séquence, bon, au revoir, merci beaucoup. Bon, le temps passe, 2 ans plus tard, Roberto Alagna vient à Monaco chanter une autre œuvre, et on va l'interviewer, et c'était Marion qui était caméraman. Moi je le connais depuis longtemps, on se fait la bise, bonjour, il fait, ah madame, on s'est déjà vu, vous n'étiez pas sur Cyrano? Ah oui. 2 ans après. Mais en fait, c'est vrai que quand on rencontre Marion, on ne peut pas l'oublier du jour au lendemain, c'est vrai. Mais là, Marion, vous nous avez parlé de vos souvenirs de caméra-woman, mais est-ce que dans votre travail de documentation, vous vous êtes surprise à revivre des moments qui ont réveillé en vous une émotion, un souvenir ému? Alors oui, j'ai retrouvé quelques casseroles, mais j'avais oublié. Mais j'ai retrouvé un film que j'avais perdu, parce que quand j'ai été au centre Princesse Stéphanie, j'avais 12 ans, j'étais inscrite au club vidéo. Et on avait tourné un petit film comme ça pendant plusieurs mois avec des copains, et j'ai plus jamais retrouvé le film. Et
en faisant une recherche qui n'avait rien à voir dans notre base de données, dans notre moteur de recherche, je tombe sur ce film que j'avais plus jamais revu. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment ému. C'était pas sur Monaco Info, mais c'était un déposant amateur qui avait déposé ce film. Après, oui, je suis retombée sur des émissions de mon père que j'avais jamais vues. Donc voilà, ça c'est vrai que ça m'a fait plaisir de les revoir. Voilà, grâce à l'Institut. Et ça souligne un peu plus encore la mise en lumière sur ce travail capital que vous faites ici et sur ce fonds, parce qu'on parle bien entendu du fonds de Monaco Info, mais c'est un fonds immense dont dispose l'Institut et notamment aussi avec les pièces qui sont déposées par les particuliers. C'est toute la mémoire de Monaco qui est conservée ici à l'Institut audiovisuel. José, il faut conclure, mais je ne peux pas vous laisser partir sans que vous n'évoquiez, vous aussi, vos souvenirs les plus marquants. Alors, à Monaco Info, pas plus de 2, José. Hein. Non, mais mes souvenirs, je ne sais pas, ils sont multiples, parce que c'est vrai que Monaco, c'est un petit pays, mais c'est un pays où le monde entier passe. C'est vrai, et c'est vrai dans le milieu sportif, dans tous les milieux, mais surtout dans le milieu artistique. Alors moi qui m'intéresse à la musique, à l'opéra, au cinéma, etc., on va passer tout le monde ici. Et c'est vrai que chaque reportage, c'est presque une rencontre extraordinaire. Alors, je vais juste raconter un tout petit détail. Laurine Basel, qui est un immense chef d'orchestre, qui est le seul chef à avoir dirigé le New York Philharmonic Orchestra en Corée, lui, à un moment donné, habitait dans un appartement juste à côté de la place du Palais. Et il devait diriger l'orchestre philharmonique pour un concert du Palais. Et il y avait au programme, ouverture, les cloches du Palais. Et je fais l'interview sur la place du Palais. Je dis, maestro, c'est quoi les cloches du Palais? Il me dit, voyez, j'habite là. Et quand j'habite là, je suis réveillé tous les matins par les cloches du Palais. Et je me suis dit, c'est tellement mignon que je devrais en faire un petit quelque chose. Et il a fait une petite ouverture de 7 minutes qui s'appelle Les cloches du Palais et qui avait été donnée dans la cour de bonheur du Palais Princier. Petite anecdote, mais sympathique de la part d'un immense musicien comme Laurine Basel. Une jolie anecdote, merci José. Alors on l'a dit en télé, il y a le poids des images, la magie des images, mais sans vos formidables dons de conteur, c'est un petit plus que l'on partage avec beaucoup de plaisir encore sur Monaco Info. Donc merci José d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui et d'être toujours avec nous à nos côtés au sein de la rédaction de Monaco Info. Merci Marion. Et nous profitons aussi de l'occasion, je réitère ces propos liminaires, mais c'est vrai que cette chaîne Monaco Info, elle vit aussi grâce aux téléspectateurs qui la regardent. Donc merci à vous pour votre grande fidélité. Nous souhaitons une très belle soirée sur Monaco Info. Dans un instant, la suite de vos programmes.